pour moi, là, être en couple, c'est fortement déconseillé. Et même, je dis aux gens qui viennent de savoir qu'ils sont bipolaires, mais qui veulent être en relation, oublie ça. Va-t'en pas dans un couple, va-t'en pas là-dedans. Ça, c'est comme un couple qui se dit on va faire un bébé pour améliorer notre couple. Non, ça marche pas. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois un gars que j'ai pas fait souvent. J'ai pas reçu tant que ça en entrevue, mais qui m'intrigue énormément. Puis les fois que je lui ai parlé, ça a toujours été touchant, profond aussi. On le connaît depuis longtemps. C'est un de nos comiques humoristes qui est aussi connu en Europe. En fait, c'est l'humoriste le plus connu en Europe. Il a gagné les chanteurs masqués. Il était le caméléon. Aujourd'hui, en tout cas, je pense pas qu'il va être un caméléon parce qu'aujourd'hui, on reçoit... Moi! On reçoit toi! Michel Courtemanche. Bienvenue, ouais. Michel. Ben merci. Merci de m'accueillir. Je me demandais si t'allais te donner un autre nom vu que t'étais le caméléon, mais aujourd'hui, non, je vais rester avec le même. Aujourd'hui, on est bien Michel Courtemanche. Ben, absolument. Ben, merci, Michel, d'avoir accepté parce que je savais pas si si t'allais vouloir te confier autant. Est-ce que t'aimes ça te confier? Ben, ça dépend sur parce quoi. Parce que t'as quand même écrit en général, ta bio. Oui, en général, oui, ça me dérange pas bien. Tant et aussi longtemps que ça aide quelqu'un, je vais me confier sur certains aspects de ma vie sans vraiment trop de problèmes. Oui, parce qu'ici, le podcast aide beaucoup de gens. Okay. Il y a beaucoup de témoignages. D'ailleurs, je remercie les gens parce qu'ils sont très généreux avec leurs témoignages. Des fois, une phrase que quelqu'un a dit, une expérience de vie qui apporte des réponses aussi. Mm-hmm. Parce que c'est ça aussi, se confier. C'est de donner son histoire, puis il y en a pour qui ça devient signifiant. Je disais tantôt que tu étais très connu en Europe, et ça depuis déjà plusieurs dizaines d'années. On est en train de monter le spectacle Michel. Oui. Donc, mais moi, je ne suis pas dans le spectacle. Ce sont des interprètes qui reprennent tous mes numéros. Est-ce que tu vas les accompagner? Ben, ça va dépendre. Ça dépend de l'agenda, de où ils vont être. C'est sûr que s'il y a une première à Paris, j'aimerais ça être là parce que je vais aller voir tous mes amis là-bas que ça fait des années que je n'ai pas vu, d'autres humoristes. Là, puis ça a tellement changé le portrait des humoristes en France, en tout cas de ma génération. S'il y a des premières, mettons, à Londres, c'est sûr que je vais y aller là, parce que j'ai jamais joué à Londres. Fait que ça va me faire plaisir d'aller là-bas puis de montrer parce que c'est pas une œuvre vraiment que j'ai créée, c'est plus un catalogue de sketch comiques, mais qui perdure encore 30-35 ans plus tard. Alors, ça fait un drôle d'effet, je dirais, parce que moi, j'avais jamais prévu vraiment d'être un artiste qui s'en va outre-Québec, là, tu sais... C'était pas prévu. C'était pas dans ton plan de carrière. Ah, pas en tout. C'est dans le plan de carrière de personne. Tu sais, à un moment donné, ça fait partie du hasard aussi. Ah, tiens, t'es mieux là-dedans. Bon, ben, essaye. Puis bon, moi, j'avais plus de difficultés à m'exprimer avec les mots. Fait que j'utilisais beaucoup le visuel. Alors, mais jamais j'aurais pensé un jour m'en aller en France pendant 10 ans, puis en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Donc, pour moi, ça a été une surprise qui a duré 30 ans. Il y a comme un mystère là-dedans aussi, j'imagine, quand tu arrives dans des endroits que tu connais pas. Puis ils achètent tes billets, là, ils vont te voir. Là. Oui. Ben, je pense que le clash le plus étrange, non, c'est quand je suis allé jouer en Catalogne. J'étais à Barcelone et puis je faisais un spectacle dans un abri tempo, j'allais dire, mais voyons, un grand théâtre. Chapiteau. Un chapiteau! Merci! Ça va être coupé au montage. Donc, puis c'est un chapiteau qui pouvait contenir à peu près 600 personnes, qui était, je dirais, à moitié plein pendant la journée. Et
Et pendant la journée, justement, ça s'est mis à se vendre. Puis au bout de la ligne, il y était 900 personnes dans le chapiteau de 600 places. Il y avait du monde partout, là. Mais partout, là. Tu sais, du monde assis sur un autre. Puis, et ça a été mon meilleur show à vie. Ça a tellement été tripant. Même le numéro du batteur, à la fin, les jeunes claquaient des mains en même temps que moi, là. Tu sais, c'était vraiment... Puis ça, c'est par les miracles de la télévision, là, tu sais, des sketchs visuels qui s'exportaient un peu partout dans le monde, jusqu'au Japon. À Montréal, quand il y avait le festival, les Japonais venaient, mais ils venaient pour me voir moi, pour m'avoir en entrevue, puis voir c'est quoi les sketchs. Donc, c'était vraiment étrange, là, tu sais... à cause de l'Internet, ben là, c'est un peu plus pire parce qu'il y a 2 ans, 2 ans à ma fête, j'ai été reçu en Tunisie pour recevoir le prix Tanit, qui est un prix remis, eux autres appellent ça le grand acteur, mais c'est pas tant une job d'acteur que je fais, mais... Et j'ai reçu ce prix-là, live à la télévision, en Tunisie, avec plein de gens des pays arabes, d'Afrique, et voilà, tu sais. Mais il m'avait pas dit, moi, que j'étais live à TV devant 12 Toi, millions de personnes. Toi, tu disais, je m'en vais chercher un prix. Moi, je dis, exactement. Dans un événement. Je vais aller me chercher mon prix, puis ça va être bien content. Puis je suis monté sur scène, mais il n'y avait personne. Fait que là, j'ai eu l'air bête un peu. Je fais là, moi. Fait que là, je me mets à improviser, tu sais. Merci, bonsoir. Je viens de loin. OK, ta. Ça a duré, je sais pas, 5-6 minutes. Je faisais mes remerciements en arabe, mais tu sais, un arabe incompréhensible. Puis là, tu vois dans la salle des chèques arabes, là, avec le truc, là, puis la djellaba aussi. Puis c'est vraiment, là, c'était surréaliste. Finalement, il y a quelqu'un qui est apparu sur scène. Et je dis, bon, tu sais, mais elle n'a pas de trophée dans les mains, rien, là, tu sais. Je dis, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je me vais d'abord, là, il y a une madame avec un trophée dans les mains, mais ça a l'air d'un nouveau, tu sais, une nouvelle bouteille de vin, là. Oui, limonadier, oui. Ouais, c'est ça. Ah oui, OK, je comprends. Ouais, oui. T'as les bras de même, oui. Bon, fait que là, je pogne ça, je dis, ben merci pour ce magnifique ouvre-bouteille. Et là, tout le monde rit, c'est correct, tu sais, mais le lendemain, j'ai su que j'étais live à la TV devant 12 millions de personnes, puis je venais de me moquer de tout le monde, tu sais. Et le Tanit, en fait, c'est le symbole tunisien que je venais d'insulter en le traitant de d'ouvre bouteille. En tout cas, 2-3 belles gaffes de même live que j'ai faites. Le lendemain, ça a sorti d'un journaux, tu sais, courte manche, insulte la mère de... Mais c'était écrit d'une façon drôle quand même, là. Mais c'était en très peu de temps, là, 3-4 gaffes de même, c'était drôle. Mais dans un état où... tu sais, mais ils t'ont rien dit. Ils t'ont rien dit. Ils t'ont envoyé ça à la scène. Puis, Exact. Et ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai arrêté ma carrière en 94, en tout cas 94, 96. Donc, ça faisait des années que j'avais pas fait de scène, là. Mais pour eux, à cause de l'Internet, tout ça, ils sont comme convaincus... Comme si tu avais continué, là. Ouais, ils sont convaincus que j'allais... que j'avais continué tout ce temps-là, là. Fait que c'était merveilleux aussi en même temps, mais tu sais, quand on parle d'être dépaysé, là, celle-là, je l'étais, là. Plus que les autres places, même. Mais c'est quand même fascinant que 30 ans plus tard... C'est vraiment fascinant. Sur toutes les gens qui auraient pu avoir ce prix-là à travers le monde. Ouais. Que ce soit toi, là. Ouais. Je comprends que ça vaut le déplacement. Heureusement, ici, en tout cas, quand on fait de la télé, on le sait. T'aurais pu devoir retirer le prix, Colin. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais le revendre. Avec mon trophée de chanteur masqué. Donc, là, tu vas suivre la troupe tu vas pas suivre partout la troupe, mais c'est une troupe qui fait tes numéros. Comment tu te sens quand tu vois d'autres personnes t'incarner à quelque part? Ben là, je suis dans la position un peu du coach. Alors, c'est moi qui les entraîne à faire. Mais la vision de Daniel Brière, là-dedans, le metteur en scène, c'est de pas nécessairement recréer à 100% les numéros. Okay. Et là, on peut-tu faire une pause?
Je viens de me rendre compte que j'ai pris mes médicaments pour dormir un matin. OK. Et là... Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je m'endors comme le tabarnak. C'est une vraie joke. Je viens de m'en rendre compte, là, je suis comme bien buzzé, puis je suis comme pas là pendant tout. Mais on peut continuer pareil, mais je veux juste que tu le saches. Ben, Au-dessus, tu vois que j'ai un état un peu smoothie, là. Ben, écoute, tu veux-tu Je qu'on viens de me continue? rendre compte, c'est ça qui m'arrive. Tu veux-tu que si on continue puis tu me dis si ça devient trop grave, on arrête? Mais là, tu, Non, non, mais on pourrais-tu continue. continuer? Ah oui, on continue, Ah, ben, une on fois que tu continue. me le dis, c'est correct. C'est juste que je suis en train de combattre OK. cette affaire-là en même OK. temps. Ben là, c'est cool. C'est particulier. Je vais te coucher. C'est- Hypnotisé. On va commencer le jeu tout de suite, OK? Avant que tu t'endors. Oh my God, là, je suis le café. Hey, mais si tu vois que c'est plus possible, tu me le dis. Tout va bien. Calvaire. Ça se passe bien. Tout va bien. Michel, je t'explique le jeu. Peut-être la première fois, je vais le faire avec quelqu'un qui dort, je le sais pas. Ça se peut pas. Ça se peut Je me demandais si tu Peux-tu te mettre à l'aise? Je sens Non, que tes chaussures, tu sais, comme en pré-sommeil. Chris, on est en train de faire des bloopers. Une thérapie par le rire. Hey, t'en as-tu d'autres? Puis là, je vais y prendre. Hey, tabarnak. Non, mais je me demandais, je sais, mais qu'est-ce que j'ai, là? Il me semble que j'ai la bouche pâteuse. Je me sens un peu gazé. C'est rien que j'ai mangé. Tata. Ben, tu sais qu'on essaye? On essaye-tu? Ben oui, On certain, essaye. ça va être ben trop drôle. Hey, ça va être drôle. Moi, je pense qu'on n'aura jamais eu un jeu. Sous l'effet des narcotiques. Alors, le jeu, lui, est assez personnel. Oui. T'as des questions vertes. Quand tu seras tanné, tu tomberas endormi, garde, t'as ta bonne excuse. Des questions. Avoue que ça t'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé encore, Moi non sérieusement. plus. Sérieusement, ça m'est jamais arrivé. T'as des questions vertes qui sont générales. T'as des questions jaunes qui sont quand même personnelles. Les questions rouges sont très personnelles. OK. Les questions mauves sont hypothétiques. Oh. T'as un joker à tout moment. Si OK. tu t'endors ou t'es tanné, tu peux me le dire. Mettons le sieste. Oui, c'est ça. S'il y a une question, tu trouves que je pose trop de sous-questions, on passe à l'autre, t'as ton joker, je vais t'écouter à ce moment-là. Donc, tu brasses les cartes, tu peux les brasser sur la table, tu vas m'en donner 5. 5, voyons, 5. Et je vais te les lire, tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Je suis bien pas bon. Ben oui, tu peux me les donner comme ça, là. C'est comme tu veux, là. OK. Bon. Fait que tu m'en donnes 5. 1, 2, 3. Comme au poker. 4, 5. OK. Quelle personne a fait une différence dans ta vie? De quoi as-tu peur? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. OK. Laquelle tu choisis là-dedans? Moi, je vais en choisir une, mais c'est toi qui OK. choisis en premier. C'est quelle personne a fait une différence? De quoi as-tu peur? L'importance du regard des autres? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Puis quand je me regarde dans le miroir, je vois. Mon Dieu, ben, une personne qui a changé ma vie. Ouais. Ouais. Je réponds là, là. Oui, oui. Oui, idéalement. Oui. En fait, la personne qui a changé ma vie, c'est quand je suis rentré en désintox en 2000. En fait, en 99-2000. C'est Gilles Leblanc, qui est mon psychologue depuis maintenant 25 ans. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Donc, c'est la personne qui a fait que je suis passé d'un être extrêmement malheureux à une personne complètement ouverte aujourd'hui. Et il me lisait et il me lit encore comme
comme si on peut lire dans une boule de cristal. C'est vraiment le meilleur psychologue que j'ai jamais rencontré de ma vie. Je pense que j'en ai passé peut-être 4 ou 5 dans ma vie. Mais lui, il est vraiment exceptionnel. Et c'est un homme aussi qui a déjà consommé, qui a passé à travers ça, qui est devenu thérapeute après. Et lui, de concert avec M. Chiasson aussi à la clinique, ces deux-là, ils m'ont vraiment sauvé la vie. Est-ce que tu l'as laissé rentrer facilement dans ta vie? Est-ce que tu as accepté facilement? Le premier contact que j'ai eu avec lui, je lui ai dit, écoute, j'ai mal en dedans, mais je ne sais pas pourquoi. Bien, ils disent, ensemble, on va le trouver. OK. Mais j'étais frileux un peu. Je me disais que personne ne pourrait vraiment arriver à percer le mystère, là, en quelque part. Et écoute, je m'assoyais avec lui, puis il disait, oui, ça, telle affaire. Puis on aurait dit qu'il lisait dans ma tête ou qu'il connaissait tellement le problème de A à Z, il en a tellement vu qu'il savait exactement c'était quoi mes problèmes. Donc, ça a été... moi, je me suis fié sur lui pendant des années. Là, aussitôt qu'il y a quelque chose qui était pas normal, je l'appelais, il m'appelait tout de suite, puis on jasait. Puis c'était un gars qui était très, très, très disponible aussi. Il a sauvé plein de gens. Donc, oui, c'est effectivement la personne. Quand tu as mal en dedans, comme tu le dis, de savoir qu'il y a quelqu'un, enfin, met des mots, voit l'invisible, parce qu'on ne voit pas quand on a mal en dedans. Les autres ne le voient pas. Ça, est-ce que ça enlève une pression sur les épaules? Ben en fait, oui, il t'aide à trouver les mots sur les émotions qui ont des mots. C'est-à-dire que il y a bien des émotions que j'avais que je comprenais pas, puis il me disait, bon, ben c'est peut-être telle affaire. Mais en même temps, il a découvert que j'avais des fausses émotions, c'est-à-dire qui venaient de la bipolarité. Parce que la maladie bipolaire, qui est une maladie de l'humeur, va créer des émotions, mais génériques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom vraiment. Là, exemple, si tu te donnes un coup de marteau sur le pouce en clouant une planche, ben là, tu vas crier et tu vas être en lendemain. La bipolarité, elle n'a pas besoin de ça. Tu peux être déjà en amendement et tu sais pas pourquoi. Puis tu cherches constamment pourquoi tu es en amarnac. Fait que là, si tu ma blonde, c'est une affaire, si tu la job, pourquoi je suis de même, Tandis que c'est juste une émotion qui est là et qui se manifeste, mais qui n'est pas reliée à aucun problème. Donc, c'était l'accumulation de problèmes que ça créait à l'époque où je ne savais pas que j'étais bipolaire, parce que ma première crise bipolaire, je l'ai vécue à 26 ans. Et puis, j'ai été déclaré bipolaire à 36. Donc, j'ai vécu une bonne dizaine d'années là, de pourri en dedans de moi, qu'il a fallu que je fasse le ménage. Alors, pour répondre à la question, oui, ça m'a enlevé énormément de pression à savoir c'était quoi les vraies émotions, mais en même temps, il fallait que je fasse ça, c'est des vraies émotions que j'ai vraiment vécues, et ça, c'est bipolaire. Fait que comment est-ce qu'on... Là, c'était le chemin pour se débarrasser de tout ça. Là. Parce que la bipolarité, c'est que tu n'es pas toujours dans le même humeur. Non. C'est une variation de l'humeur qui a des extrêmes. Oui, exactement. Tu peux être très, 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 très down, comme tu peux être très, 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 très high. Down, ben, tu veux plus rien savoir, tu fermes les rideaux, puis tu veux juste te pendre. Et puis, mais réellement, là. Et les high, ben ça, c'est un peu catastrophique dans le sens où là, il n'y a plus personne autour de toi qui t'intéresse. Et puis, tu veux juste voyager, partir des projets, avoir des fantasmes incroyables. Donc, c'est une maladie qui n'a pas vraiment de milieu. Et moi, je suis cyclotimique aussi, c'est-à-dire que dans la même journée, je peux être très down comme très high, très down, très high. Fait que c'est un peu épuisant pour les gens autour. La médication va aider pour tempérer ça. Mais ça ne règle pas le problème. Là, tu vas toujours être bipolaire. C'est comme si, moi, je me disais, qu'en mettant mes lunettes, ben, ça va guérir ma myopie. Tu vois mieux, mais ça ne guérit pas ta myopie. Donc, la bipolarité, t'es
t'es en prison pour le reste de ta vie. Là. C'est quand même un lourd diagnostic, hein? Quand tu commences, oui, mais j'étais content, moi. Quand ils m'ont dit que Michel, t'es bipolaire, bon. Ben oui, mais parce que tu avais un diagnostic. Tu sais, c'est ça que j'ai. Puis là, tu sais, le tape, je dis le tape, là, le fichier vidéo, il recule. Puis là, tu refais toute ta vie. Tu dis, ah ben oui, tabarnak. Ah, c'est ça. Pour ça que j'étais de même. Fait que j'étais plutôt content de savoir que j'avais ce que j'avais. On pouvait mettre un mot. Il y avait une condition qui Ouais. expliquait beaucoup de choses. Exactement. Donc, j'étais bien content, mais j'étais malheureux quand j'ai su que c'était incurable. Et que c'est la même maladie que mon père. Puis mon père, je l'ai jugé beaucoup à cause de cette maladie-là. Là, j'étais affecté de la même affaire. Est-ce qu'il savait, ton père? Le su après, oui. Ouais. Il l'a su après toi, c'est-à-dire? Tu sais, à quel moment il l'a su dans sa vie qu'il était bipolaire? Dans sa vie, je te dirais, dans les 6 ou 7 dernières années de sa vie, il y a un médecin qui a trouvé la médication parfaite pour mon père. Puis à un moment donné, il s'est comme réveillé. Là. OK. Il sortait là, de sa tanière. Là. C'était assez... Fait qu'il l'a su sur le tard. Tu l'as Ouais. su avant lui, toi, que tu étais bipolaire. Je l'ai su... Attends, là, c'est pas que je suis très mauvais dans les dates, là, mais moi, je l'ai su, j'avais 36. Puis là, mon père, lui, combattait l'emphysème pendant 6-7 ans. Fait que moi, je l'ai su... moi, j'ai su que j'étais bipolaire avant, puis lui, j'ai su qu'il l'était après. Donc, presque toute la vie que tu as vécue avec lui, tu le savais pas. Exact. Et On appelait ça la maniaco-dépression, puis... Ouais. Fait qu'il n'était pas buvait traité beaucoup, hein, tu sais, il pour faisait- s'auto-médicamenter. Exactement. Il s'auto-médicamentait. Fait que c'était... Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, je me suis dit, moi, jamais, moi, être comme lui. Là. Jamais, tu sais. Non seulement je l'ai été, mais je l'ai été pire. Je consommais encore plus que lui, puis je peux pas dire que j'avais encore plus la bipolarité que lui, mais je suis devenu pire qu'il l'était. Donc, quand j'ai arrêté de consommer tout ça, ben là, mon père est tombé malade. Il combattait l'emphysème. Puis, c'est là que j'ai vu qu'il était un être humain comme tout le monde, là, tu sais, avec ses problèmes, ses maladies. Puis, ça expliquait tout ce qui s'était passé. Fait que j'ai vécu une honte de l'avoir tant jugé. Puis, en même temps, il y a eu une forme de réconciliation aussi avec lui. Parce que je ne l'aimais pas beaucoup, mon père. Fait que... C'était... il y a eu des beaux moments, même vers la fin. Là. Ouais. Mais ça vaut cher, ça. Oui. C'est parce que, dans le fond, il est parti en paix par rapport à ça et toi, tu es en paix par rapport à lui. Ah, tout à fait. Oui. Mais c'est quand même toute une maladie. Quand elle n'est pas diagnostiquée... Ben, c'est pour ça que je voulais pas d'enfant. Parce que moi, mon grand-père était bipolaire ou maniaco-dépressif. Mon père l'était, puis moi. Donc, on est comme 3 générations de bipolaires. Fait que moi, je voulais pas mettre au monde un ou une bipolaire. Ça ne m'intéressait pas. Puis, de toute façon, je crois pas avoir la fibre du parent. Puis, en tant que bipolaire, s'occuper d'un enfant, non, j'ai de la misère à m'occuper de moi, là, tu sais. Fait que tout ça mis ensemble, ça a fait que je pense que c'était la bonne décision de pas avoir d'enfant. Quand même beaucoup d'impact. Oui, pas mal. Mais tu sais, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui là, puis se pose cette question-là, mais la sensation à l'intérieur, puis aussi le regard des autres, est-ce que tu le voyais en fonction de ta sensation, tu sais, quand tu étais high ou down, le regard des autres, un peu d'incompréhension, pas capable de te suivre, les gens qui étaient proches de toi, est-ce que tu le voyais des fois dans leur regard qu'il y avait de quoi? Plus par rapport à la consommation que par rapport à la maladie. Ah oui, hein? C'est plus la consommation qui inquiétait mon entourage. Avec raison, parce que c'était autodestructeur, mais c'est un désir là, de s'autodétruire par rapport à une promesse non tenue. On m'avait dit à l'époque, tu vas voir, là, quand tu vas être connu, tu vas voir la grosse maison, le char, la blonde, le chien, la piscine, nanana. Donc, c'était comme un setup, là, tu sais, que
quand t'as ça, t'es supposé être heureux, là, mais quand t'es jeune, là, 23, 24 ans, là, tu sais pas trop, là, tu sais, OK, ça va être ça. Puis là, t'arrives, t'as tout, mais t'es encore triste, t'as de la peine encore. Fait que là, il y a des choses qui marchent pas, là. Donc, en plus, j'avais perdu ma femme, mon ex-femme à l'époque. Fait que je me suis dit, c'est vraiment de la merde, tout ça, là. Tout ce qu'on m'a promis, puis tout ce que j'ai... le travail que j'ai mis là-dedans, juste pour faire quoi? Juste pour faire de l'argent. Il n'y avait rien d'autre. C'était juste faire de l'argent. Fait que ça m'a... puis l'argent ne fait pas le bonheur, hein? Et j'étais quelqu'un de profondément triste depuis des années. Alors là, je voyais que ça ne réglait pas le problème. Donc, j'ai tout saccagé. J'ai tout pété. Ma réputation, les contrats avec les grosses compagnies, autant avec les yogourts Danone que les saucissons en France. Que tout ça, j'ai tout démoli ça parce que c'était juste des images qui me disaient « Oublie pas, Michel, le bonheur est à l'extérieur de toi. » Et ça, c'est pas mal la société qui nous enseigne ça. Si tu achètes ça, tu vas être heureux. Ce qui est un non-sens, mais ce qui fait partie de la consommation aussi. Alors, j'ai tout arrêté et puis j'ai arrêté la scène parce que moi, je voulais être heureux. Je voulais trouver le bonheur. Puis la seule façon, je pensais à l'époque, c'était de tout saccager. Et la décision, aujourd'hui, je referais exactement la même affaire. Parce que j'ai réussi à trouver le bonheur. Puis un coup que tu le trouves, il ne te quitte plus jamais. Tu sais, il est où, là? Tu sais, c'est quoi, puis tu sais, il est où. C'est surtout quand est le bonheur. C'est ça qui est important. C'est pas tant il est où que c'est quand. Avec la méditation aussi, j'ai fait beaucoup de méditation. C'est là que j'ai découvert que j'avais le bonheur en dedans de moi. Mais le plus important, c'était quand, la question quand. Parce que moi, je vivais un pied dans le passé puis un pied dans le futur. Donc, j'étais pas présent. Tu étais accroché en arrière. Oui. J'avais pas fait la paix avec mon passé, puis je le traînais encore. Alors, j'ai fait l'exercice de tout nettoyer ça. De réétiqueter mon passé parce que dans ce que je croyais être négatif, il y avait du positif. Puis dans le positif, il y avait du négatif. Donc, j'ai tout comme... On ne peut pas changer le passé, mais je l'ai comme réinterprété. Puis maintenant, je le garde en référence. Fais pas ça parce que tu te rappelles, dans le passé, nanana. Et se foutre un peu du futur parce qu'il n'arrivera jamais comme tu l'as pensé. Fait que ça ne donne rien de s'inquiéter du futur. Ça m'a appris à être dans le moment présent. Puis de moins m'inquiéter, moins faire d'anxiété. Ça guérit l'anxiété, ça guérit un paquet de bobos mental. Là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis... sauf avec les affaires nouvelles là, qui arrivent des fois qui vont me stresser. Puis là, je prends une bonne journée pour y réfléchir puis le régler. Là. Mais sinon, en général, j'ai comme plus peur de rien. Il y a plus... T'es bien avec toi-même. Oh, je suis en totale harmonie avec moi-même. C'est pour ça que t'as peur de rien. C'est parce que t'es bien. Donc, tu vas le recevoir, là, ce qui va pas, puis tu vas le gérer. Exactement. Je vais te poser la question. Quand je me regarde dans le miroir, je vois... je vois un homme vieillissant qui a l'air d'être rendu à où il est supposé être. J'ai pas d'envie, j'ai pas de... Je me dis pas, à tel âge... Tu sais, on fait ça quand on est jeune, à 30 ans, c'est ma job, mais parce que 30 ans, on pense que c'est vieux. Mais là, je suis rendu où je suis rendu, puis je prends la vie comme elle me le donne. Tu sais, j'ai pas... tu sais, j'accepte ce qui arrive comme que c'est. Je l'interprète pas. Tu sais. T'as comme calmé ton hamster.
celui qui analyse, qui part en justement, des fois, avec ça génère de l'anxiété. Oui, parce que souvent, 100% des trucs, justement, de hamster qui se passent dans notre tête, 100% inutile. Ouais. Je veux dire, on a un bruit, c'est comme un bruit de frigidaire là, qui ne te lâche pas. Fait que, mais j'ai tellement réglé d'affaires que là j'ai de la paix. Je suis quelqu'un qui est en paix. Puis que je vais me fâcher. Moi, j'aime pas l'incompétence. Ça, c'est une affaire. J'ai de la misère avec ça. Les gens, tu t'engages quelqu'un, mais pour faire un aspect de toi que tu n'es pas capable de faire. Puis que cette personne-là, elle pogne le puck, mais elle fait pas mieux. Moi, ça me rend fou, là, parce que je vais être obligé de double-checker la personne qui fait le truc pour moi. Là, je ne serai pas en confiance à 100%. Fait que l'incompétence, pour moi, c'est une des choses, moi, qui m'agresse beaucoup. Puis je me choque. Je me choque, mais j'essaye de ne pas me choquer devant les gens. Là, mais, ça peut te faire peur quand tu te choques? Oui, les gens sont craintifs par rapport à moi. Les gens avec qui je travaille. Ils veulent pas que tu te choques. Et ils veulent pas, ils marchent sur des œufs. Parce qu'ils ont l'impression que... moi, j'ai une façon de parler qui est très crue et très directe. Je ne passerai pas par 15 chemins pour te dire que tu l'as pas. Tu vas me dire on que va s'économiser une demi-heure, là, tu l'as pas. Fait que si je te dis tu l'as pas là, ça te fait de la peine, tu t'en vas, OK. Si je te le dis pendant 30 minutes, là, puis je te le trempe ça dans le sucre, puis bon, tu sais, t'attaques avec bien du parfum, au bout d'une demi-heure, tu vas broyer, puis tu vas t'en aller. Fait que on va tous économiser une demi-heure, puis je vais te le dire directement, tu l'as pas. Mais c'est pas grave, tu l'as sûrement dans une autre affaire, mais ça, tu l'as pas. Puis toi, si on te dit ça, tu l'as pas, comment tu le prends? Une bonne question. À quelques reprises, on m'a dit tu l'as pas. Moi, j'ai toujours le désir d'apprendre. Je ne suis pas un gars de premier jet. Si on part un projet, puis là, j'ai l'idée dans la tête, je le tape, je le donne, qu'est-ce que vous en pensez? En général, les gens font « ouais, mais... » Fait que... tu sais que ça veut dire que tu vas leur travailler. Oui, c'est ça. Fait que là, donnez-moi... J'ai besoin d'input, là. Puis je vais leur travailler. Mais j'avertis toujours tout le monde. Je suis pas un gars de premier jet. Puis quand on travaille avec toi, est-ce que tu les avertis que tu as cette ligne droite-là? Tu es linéaire quand tu as quelque chose à dire? Ils s'en aperçoivent à un moment donné. Des fois, j'y pense à le dire, excusez, je suis direct, mais je suis pas capable de faire autrement. Puis quand je me choque, ça peut être autant moi que bipolaire. Fait que il faut que je monitorise un peu mes réactions. Donc, ça peut être une vraie raison. Ça peut comme être ça peut être une raison. Ou une raison justifiée. Oui. Mais l'autre, ça peut être juste j'explose. Puis là, je me mets à trembler, puis c'est là que je vois que c'est bipolaire. Tu vas être épuisé après ça? Ces les journées sont un peu épuisantes parce que tu te monitores constamment. C'est-tu moi? C'est-tu Bipo? C'est-tu Michel? C'est-tu Bipo? Parce que tu le sépares de toi. Ben oui, parce que c'est une entité. Cette maladie-là j'aime... Ben, pas que j'aime ça, mais deux personnes. Je trouve que sûrement que ça va répondre à la question des gens de séparer ça. Cette condition-là avec ce que tu es en dedans. Comment tu dis ça? C'est-à-dire de séparer ta condition de bipolarité avec ce qui se passe dans le réel. Tu sais qu'il y en a un qui va accentuer l'autre à certains moments. Oui, des fois, je ne sais pas tout le temps si je suis bipolaire. C'est une pente douce aussi, là, qui peut aller vers une psychose, ou qui peut aller vers un épuisement, ou qui peut aller vers un crash, ou qui peut aller... Il y a plusieurs aspects là, qu'il faut surveiller quand tu es bipolaire. Je suis pas sûr que je réponds à la question. Là. Oui, non, mais oui, tu réponds à la question. OK, parfait. Oui, tu réponds à la question. Mais je veux pas que tu te choques, OK? Non. Non, parce que la colère, c'est quand même une émotion importante. C'est-à-dire que tu protèges... Tu sais, la colère, ça a été là, c'est une vieille émotion, mais c'est pour protéger son territoire. Ça te protège. La colère, c'est souvent relié à ton passé que tu n'as pas réglé.
Ouais, fait que ton territoire, donc petit. quand tu te fâches, c'est qu'il y a quelque chose dans le passé que tu n'as pas réglé, puis que c'est pas ce que la personne te dit là qui te fâche, c'est ça réveille tout ça. Puis la colère fait peur aux autres. C'est quelque chose qui laisse Moi, pas j'ai indifférent. aucun problème avec la confrontation. Puis ça, aujourd'hui, avec les jeunes, là, Hey! tabarnane, ils pognent en feu. Ouais. C'est hallucinant. Et où ils se mettent à pleurer, Ben voyons! C'est impressionnant. Moi, j'ai toujours été habitué à confronter, parce que c'est toujours dans le but de savoir la vérité. Là. Parce que dans ce métier-là, personne ne te dit la vérité. Tu sais, dans les meetings, tout ça, puis s'ils savent de quoi par rapport aux diffuseurs, puis ils peuvent pas te le dire, ben, ou s'ils te le disent, tu vas être fâché, ou tu vas te... Hein, puis là, ils ne le diront pas, ils vont dévier, puis à un moment donné, c'est-tu quelqu'un qui va me dire la vérité, là? Elle a dit ça, bon, on va dealer avec ça, tu sais. Alors, puis c'est un métier aussi où dire la vérité, ça coûte cher. Fait que, tu sais, c'est à double tranchant, là. Tu peux aussi bien la dire, la vérité, mais, tu sais, comme je sais pas moi, faut que je passe un test des assurances là, pour me faire assurer pour tel projet. Mais si l'assureur me dit est-ce que vous buvez? Ben oui. Ouais, 4-5 bières par semaine. Ah, OK. Mais si je dis non, je ne bois plus, je suis alcoolique, ça fait 25 ans que je ne consomme plus. Oh. Là, tu es à risque. Tu comprends? T'es plus. Ah, je savais pas ça. Ouais. Fait que faut que tu mentes. Parce que dire la vérité, ça va te coûter cher. Je savais pas. Puis en plus, si tu dis que tu consommes pas, c'est comme un risque qui est moins grand que la personne qui consomme. Non, mais c'est normal. Puis en plus, la personne qui consomme, on réduit notre nombre de consommation. Tu sais, quand tu consommes pas, mais quand tu consommes, c'est rare qu'on va dire exactement la quantité. Non, c'est comme les gens qui me parlent sur Internet. Là, je veux savoir si je suis alcoolique. Puis, je dis, OK, ben, des fois, je bois le matin. Ouais, qu'est-ce que tu bois? Ben, peut-être un verre de gin. OK, 8 verres de gin. Tu sais, là, c'est... ouais. Les gens, on se cache, ils ont honte. Mais tout ça pour dire que de dire la vérité, des fois, c'est bon, des fois, ça coûte cher. Ouais, t'as raison. Moi, ça m'a coûté cher pour la business, là, tu sais. Il est bipolaire, il est ci et ça. C'est un esti de malade mental qui va shooter à l'héroïne demain. Là. Fait que là, t'es à risque. Parce que les préjugés, il ne faut pas en avoir en société, mais les compagnies d'assurance, je vais te dire, ils ne gênent pas. Puis est-ce qu'ils peuvent fonctionner autrement? Je pense pas. Mais ça, on en parle rarement. Ben oui, mais en même temps, c'est important d'en parler. Oui. Mais c'est vrai, puis tu sais, des fois, l'abstraction est plus payante que la vérité, tu sais, de pas dire, de pas nommer. Ouais. Sauf que si dans un cas où t'as pas dit la vérité, puis que là, là, ça marche pas. Là, t'as consommé, t'as fait un accident, ben là, ils paieront pas. Fait que, tu sais, je dis, c'est con. On va passer au niveau jaune. Tu vas les brasser, tu vas m'en donner 4. On va faire la même chose. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Hey, mais ça, c'est fou pareil. Hein? Si tu consommes pas, c'est pire que si tu consommes. Parce que t'es alcoolique. C'est ce mot-là qui est... à risque. 1, 2, 3, 4. Oui, 4, c'est bon. Quelle est ta définition du couple? As-tu déjà eu des doutes face à ton métier? As-tu négligé certains aspects de ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de ta famille et qui t'a manqué? Je vais y aller avec couple. Oui, la définition du couple. Bon, ben j'ai pas de définition du couple préconçue. Par contre, quand tu es bipolaire, puis là, je viens de me séparer de mon ex-copine, là, ça fait 2 mois et demi. Et c'est très, très, très difficile pour un bipolaire d'être en couple. Très difficile. Parce que tu es facilement déstabilisable. Tu as des sautes d'humeur, tout devient un amplificateur en fait, c'est la maladie, on dirait qu'elle s'amplifie à ce moment-là. Quand il y a des éléments extérieurs qui viennent, genre de la critique, des reproches, des ci, des ça, écoute, moi, je peux pas tolérer ça, là. J'ai ben de la misère avec ça. Surtout être accusé à tort.
quelque chose que j'ai pas fait, ça me rend malade. Je suis pas capable. Mais c'est en grande partie à cause de ma bipolarité que j'agis comme ça. Sinon, quand je suis moi, là, dans les moments où je suis moi, je suis très tendre, très affectueux, très ci, très ça. Mais en situation de couple, souvent, c'est la bipolarité qui ressort le plus. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, des fois, là. Et c'est ça qui trigger la maladie. Et je peux faire des psychoses, je peux faire des downs, je peux faire n'importe quoi. Fait que pour moi, là, être en couple, c'est fortement déconseillé. Et même, je dis aux gens qui viennent de savoir qu'ils sont bipolaires, mais qui veulent être en relation, oublie ça. Va-t'en pas dans un couple, va-t'en pas là-dedans. Ça, c'est comme un couple qui se dit on va faire un bébé pour améliorer notre couple. Non, ça marche pas. Fait que t'es un peu condamné à vivre seul. Mais il y a d'autres alternatives aussi. Il n'y a pas juste la vie de couple qui est une relation. Alors, ça, il faut faire bien attention avec ça. Tu sais, la vie de couple, que tu es dans le même appartement, puis que, tu sais, à un moment donné, ça pète, oups, ça revient, ça pète, ça revient, ça... Ou dans deux situations séparées, ça marche pas plus. C'est ça, je me demandais si tu n'habitais pas avec l'autre, est-ce que c'est plus facile? C'était comme ça. C'était comme ça, puis même ça, c'est difficile. Oui. Fait que ça a été... je parle pas juste de mon ex, là, je parle de toutes les relations. Toutes tes relations. Est-ce que tu as l'impression que c'est la bipolarité qui a mis un terme à ces relations-là, qui a été l'accélérateur de la séparation? C'est sûr. Oui. Dans le fond, c'est tout le temps de ma faute. Mais je l'accepte. J'ai pas de problème avec ça. Et j'en suis très conscient. Puis c'est quelque chose qui est pas contrôlable. C'est plus fort que moi. La bipolarité, là, t'auras beau faire ce que tu veux, ça décide d'exister, elle décide d'exister. Et le fait d'être cyclotimique, c'est comme ça qu'on dit? Cyclotimique, oui. C'est que ça varie aussi dans la même journée. Oui, donc, exactement. c'est une couche de difficulté supplémentaire. Oui, bien, c'est parce que tu es toujours dans ton monitoring. Puis, tu sais, à un moment donné, tu fais de quoi? Puis là, tu sais pas trop pourquoi tu as fait ça. Tu te comprends pas toi-même. Puis là, ta conjointe est fâchée. Mais là, tu sais pas. Fait que là, elle est fâchée. Puis là, pourquoi tu as fait ça? Je sais pas. Je vais le savoir dans 2-3 jours. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je retrouve ma solitude pour réfléchir, trouver. Puis là, OK, tu sais, c'était à cause que tu sais. Alors, ça rend compliqué le réglage de conflits. Tu sais, le rythme n'est pas le même, pantoute. Donc, quand tu as des séparations, tu as des peines d'amour en quelque part. Ben oui. Parce qu'il y a comme quelque chose d'impossible, mais que tu voudrais, que tu as essayé. Ben, sûr que oui, j'ai essayé à répétition. À vivre en couple. Puis même la blonde que j'avais avant, la dernière blonde que j'ai eue, je m'étais dit, elle, c'est la dernière. Si ça ne marche pas là, c'est fini. Puis là, j'ai pris un autre risque avec l'ex, et puis non, ça n'a pas marché, mais j'ai appris le risque quand même. Mais c'est des femmes que tu as aimées. Oui, absolument. Oui, que je suis tombé en amour avec. Oui. Fait que ça, je trouve ça difficile, cette cohabitation-là. Ben en fait, quand tu tombes en amour, c'est toi. C'est ça. Puis la difficulté et la bipolarité. Oui. Ouais. Ça fait qu'il faut que tu fasses comme un deuil de ton amour parce que ça prend beaucoup de place. Moi, j'ai écoute, c'est bien étrange. Là. Peut-être que c'est venu avec le temps, je ne sais pas, mais j'ai une énorme capacité à donner de l'amour, de la tendresse, des câlins à quelqu'un que je connais même pas. Tu sais, maintenant, un one night, là c'est comme si j'étais son chum à la fille. Puis, je donne tout. Puis, quand c'est fini, c'est fini. Fait que ça, toi, ça te satisfait. Ça me satisfait, oui. Oui, pleinement. Après ça, je retourne en paix dans ma tête, puis ce que je n'avais plus là, dans les dernières années. Là. Je retourne en paix dans ma tête, je retourne chez moi, là, j'analyse tout. OK, tata, j'espère que... mais c'est comme ça que tu gardes ton équilibre. C'est mon choix de vie, en fait, qui fait que pour moi, ça, c'est parfait.
pour ce que je suis. Puis Ben, c'est ton équilibre. Oui, exactement. Puis j'ai fait peut-être 2 ou 3 conférences sur l'équilibre par année avec Marc Gervais. Puis c'est de ça que je parle. Je déconseille aux gens. Mais quand tu dis ça à quelqu'un qui est bipolaire, là, de ne pas être en couple, comment c'est reçu? Parce que j'imagine qu'il y en a qui doivent être presque... Ils sont pas très déstabilisés. Ah non, hein? Non, ils font comme... Ça confirme quelque chose. Ouais, c'est sûr que ça les déstabilise pas bien. C'est sûr que le ou la conjointe, elle est déstabilisée, mais le bipolaire comme tel, je pense que c'est quasiment juste logique. Là, moi, j'en avais assez aussi de faire de la peine à tout le monde. Là. Faire de la peine à mes blondes, faire de la peine ci, faire de la peine ça. J'étais pas violent, mais j'étais tellement erratique que s'ils suivaient plus, là, ça paniquait, c'était insécure, c'était ci, c'était ça. Fait que à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, faut que j'arrête parce que je pars avec plein de bonnes intentions, mais au bout de la ligne, je fais toujours de la peine à quelqu'un. T'arrives tout le temps dans le même chemin. Oui, c'est ça. C'est toujours le même pattern qui apparaît. Fait que, c'est ça. Moi, quand je leur dis, vous êtes mieux célibataire, ça accélère la compréhension et ta propre compréhension de la maladie si t'es tout seul. T'as le temps, là. Là, quand il apparaît quelque chose, t'as le temps de dealer avec. Puis, donc, ça favorise beaucoup l'apprentissage. Mais t'as pas à gérer la relation. Non, c'est ça. C'est une relation, ça prend beaucoup d'énergie. Là. La relation, ça déstabilise. Puis là, d'analyser ça, puis là, de communiquer ça à le ou la conjointe, ça marche pas tout le temps, là, tu sais. Et ils se sentent mal aussi. C'est-tu de ma faute? T'as beau leur dire, c'est pas de leur faute. Ils vont se sentir mal pareil. Tu sais, c'est... Donc là, jusqu'à maintenant, t'es pas dans la recherche d'une nouvelle personne dans ta vie. Oh non. C'est ça. Non. Ben non, ça fait juste 2 mois et demi. Puis pour me rendre compte que non, faut que je vive autrement. Là. Je peux pas... tu sais, ça enlève pas que ces filles-là étaient extraordinaires. Là. Non, je comprends. C'est juste que le problème, c'était moi. Et puis c'est ça, c'est difficile pour tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Pas grand-chose. J'ai pas fait beaucoup d'activités avec mon père, ni avec ma mère. Mais c'est ça. On va aller au niveau rouge. C'était vraiment bien utilisé, celle-là. Joker. On va passer au niveau rouge, Michel. OK. Tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. Parce qu'il y a moins de cartes. Oui, il y en a moins. OK. Puis j'ai une carte, hein, Brocal? Je fais mon aller. Oui, c'est ça. Ah ben, je t'en donne 4? Non, 3. 3. 3. OK. Quel moment de ta vie aimerais-tu supprimer? Ouch! T'es-tu correct? Oui. À quel moment aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Quelle est ta part d'ombre? OK, attends un peu, là. Quel moment de ta vie aimerais-tu supprimer? OK. À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Puis quelle est ta part d'ombre? Non, on est plus abstrait, là, on dirait. Oui, bien là, on est au niveau rouge. Et, c'est... Je sais pas à quelle... Y a-t-il une période de ta vie où tu avais l'impression que tout était parfait, que tu aurais voulu que le temps s'arrête, puis ce soit ça le reste de ta vie? Ou encore un moment qu'il y a eu, tu sais... on a eu En fait, c'est quoi la deuxième? C'est le moment que tu aurais... Où le temps... à quel moment tu aurais voulu que le temps s'arrête? La première, c'est le moment de ta vie que tu aimerais supprimer. Ah, OK. Supprimer? Oui, il y a un moment que j'aurais vraiment voulu supprimer puis qui n'ait vraiment jamais existé. C'est un moment donné, en entrevue, je faisais une entrevue pour un show que j'allais faire au Hangar 16 dans le Vieux-Port.
Et je disais que je faisais un show d'impro, tout ça, puis ça s'était très, 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 très mal passé. Mais bref, juste avant que ça arrive, il y a un commentateur qui m'a dit « Ah, donc ton show, ça va être comme Jean-Marc Parent. » Et là, j'ai backé, j'ai fait « Ben oui, ça va être la même affaire. » Et là, j'ai répondu « Ben moi, ça va être plus drôle et moins long. » Puis je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais je l'ai tellement regretté, ça me traîne encore dans la tête aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regrettes dans ça? D'avoir dit ça. Par rapport à Jean-Marc? Jean-Marc. Tu sais, qui est un génie, tu sais, qui est quelqu'un qui fait des shows d'impro à pu finir, puis je sais que moi, le mien, que ce que je voulais faire, c'était autre chose, mais en même temps, j'avais pas à dire un style d'affaires d'avant. T'avais pas à descendre quelqu'un. Ben, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. J'en ai 2 moments. Je te dirais que... Mais je l'ai toujours regardé, puis j'ai jamais croisé Jean-Marc après. J'ai jamais eu l'occasion de m'excuser ou de... Mais à un moment donné, il va falloir que je le fasse, là. Oui, mais je comprends si tu y penses encore aujourd'hui, parce que... ça me fatigue, là. Ça, puis une entrevue que j'ai faite avec notre chanteur montréalais, là, I Wear My Sunglasses at Night. Corey Hart. Qui animait à la place de Julie. Un soir, il animait. À la place de Julie Snyder. Oui, de Julie Snyder. Puis il avait voulu m'inviter. Et je pense que j'ai été le pire invité à vie de ce gars-là. J'ai été tellement pas fin, puis tellement condescendant, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça de même. Et c'est un moment de ma vie que j'aimerais bien éliminer aussi. Est-ce qu'on t'en a reparlé de ce moment-là? Oui. Ben en fait, oui, une fois, il y a une fille qui est venue me voir dans un bar puis m'a donné de la marde parce que j'avais niaisé Corey Hart. J'étais pas gros dans mes souliers. Mais t'en étais pas conscient pendant? Plus ou moins. Tu sais, je sais pas pourquoi je suis allé de même. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pas paniqué. J'étais juste pas fin. Ça te tentait pas? Pourtant, oui. Tu sais, j'avais été flatté, qu'ils me demandent pour l'entrevue, puis tabarnak, j'ai fait vraiment un con de moi, là, mais grave, là. J'ai jamais été capable de revoir ces images-là, tellement j'étais pas bon. Fait que dans le fond, c'est si t'es tapes les 2 ensemble, là, j'aimerais bien ça les déliter de ma vie. Corey Hart, tu l'as-tu revu après? Oui, je l'ai revu. Est-ce que tu en as reparlé? Tennis. J'allais m'excuser. Ouais. Puis sa blonde était là. Julie Masse. Julie Masse. Et elle a fait comme... Ouais. Mais ça veut dire que t'as bien fait quand même. Quand Julie Masse t'a dit « Ouais », qui est quelqu'un de sweet au bout, là, c'est que t'as fait quelque chose de pas correct, là. Alors, mais lui, ça l'a pas trop affecté, mais elle, je pense qu'elle l'a vu, ce qui s'est passé. Fait que... Ouais, mais c'est sûr que quand je l'ai pas vu ce dont tu parles, mais quand ça arrive, parce que t'es pas le seul là, à qui ça arrive des moments comme ça, c'est sûr que comme téléspectateur, tu te dis mais pourquoi il est là? Pourquoi il a dit oui? C'est difficile à comprendre quand t'es téléspectateur ou téléspectatrice des moments comme ça, quelqu'un qui ça y tente pas. Ben oui, c'était. Ah non, c'était vraiment étrange. Puis en plus, en tout cas, c'était. À un moment donné, le gars qui était writer sur le show, qui était un ami à moi, qui s'appelle Benoît Chartier, il dit, garde, pendant sa toune, tu vas pouvoir faire les back vocals, tu fais n'importe quoi, tu chantes, OK, tu sais. Puis c'était une nouvelle chanson qu'il faisait, Corey Hart. On était live, là. Puis j'ai chanté par-dessus. Puis à un moment donné, je réentends sa voix, là. Puis là, il fait comme « Take a seat, Michel. » Blah, 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 blah. OK, mais c'est parce que c'est lui qui m'a demandé « Ah, tabarnak, ça va pas bien, esti. » Ah non, j'avais pas pogné le bon ticket, là. J'ai le 13. Là, on en rit, mais tu le mets quand même dans toute ta vie comme moment à streamer. Tu reviens en char, puis t'es comme... Qu'est-ce que j'ai fait là? Je veux mourir. Est-ce que tu avais consommé, mettons, avant cette... Non, je consommais plus à l'époque. Ah, puis tu consommais plus, là. Ouais, j'étais un normal.
mais c'est comme intervieweuse. Je peux imaginer, là... Moi, j'ai déjà eu un invité que ça y tentait pas, mais pas du tout. Puis je peux imaginer, là, c'est parce que tu sais pas quoi faire. Tu poses une question, ça s'en va ailleurs, ça te glisse, ça, tu... Fait que moi, j'y avais dit à cet invité-là, quand ça te tente pas, viens pas. Ouais, c'est ça. Ben là, si tu le savais pas avant, ça, c'est pas... Ben non, mais j'étais même... Je sais pas pourquoi ça switchait de même. C'est comme si j'avais mis à switch à bitch ou je sais pas trop. On va demander à Jean-Marc d'écouter ce segment-là, au moins, du podcast. Ah, ben absolument. Excuse-moi, Jean-Marc. J'aurais jamais dû dire ça. Parce que qu'est-ce qu'il représente pour toi, Jean-Marc Parent? Jean-Marc, il y a un moment donné où on était au même moment, à la même place quasiment, là, avec 2 semaines de différence. Il faisait sa première au Club Soda, puis il y avait eu des critiques, mais dithyrambiques. Puis moi, j'y allais 2 semaines après avec mon nouveau show. Puis mon gérant de l'époque, il me dit Jean-Marc, il y a des bonnes critiques, là, tu sais. Ah ouais, OK. Et là, j'avais le souffle-court en tabarnade. Finalement, ça a bien été. Fait que, mais on est de la même génération, moi puis Jean-Marc, là, tu sais. Il a pris cette tangente-là de l'impro, tout ça, puis c'est vraiment admirable, là, tu sais. Mais comme je dis, je pense que c'est le fait d'avoir été comparé, peut-être, que t'as pas aimé ça. Que j'ai pas... que fallait que je me sorte de là. Pas que j'ai pas aimé ça, mais je me disais, qu'est-ce que je peux dire? C'est comme si tu l'as pris comme une critique. Ouais, mais... Ou que j'y avais pas réfléchi, tu sais. Puis que ce que j'avais réfléchi était vraiment comme semblable à lui. Tu sais, ben non, ça n'a aucun rapport. Puis là, j'ai voulu comme le diversifier en disant, c'était cette niaiserie-là. On va tomber dans le... On sac beaucoup à ton émission, je trouve. Ben, c'est parce que... Je t'écoute parler, là, tu sacs beaucoup. Je sac beaucoup depuis tantôt, ça ne finit plus. Mais c'est intéressant parce que le moment supprimé, c'est rare qu'on s'arrête à ça. Mais en même temps, c'est des moments auxquels on repense. Ouais. Puis là, ben regarde, on peut dire que tu les as supprimés un peu en parlant comme ça. Oh ouais. Ça t'a fait du bien. Ça, c'est des questions hypothétiques. Tu en pigeonnes, tout simplement. OK. Ah ben oui. Tu meurs demain, est-ce que tu pars en paix? Moi, je peux mourir demain, pas de trouble. J'ai tout fait ce que j'avais à faire. J'ai rencontré toutes mes idoles. J'ai fait des affaires extraordinaires dans ma vie. Là, en ce moment, ce que je vis, c'est vraiment du gravy. C'est... on va faire ça. C'est en plus dans ma vie. Michel, t'es quelqu'un qui a déjà voulu mourir. T'en as parlé, ça. Quand on veut mourir et que la vie continue, quel sens tu donnes au reste de cette vie-là que tu es en train de vivre? Tu sais, parce que elle aurait pu s'arrêter avant ta vie. Oui. C'est surtout c'était surtout dans des moments aigus de malaise, là, de mal de vivre, où à un moment donné, ça devient insupportable. Et c'est là qu'à un moment donné, quand la vie n'a plus de sens, justement, que tu n'arrives plus à donner un sens à la vie, que ta vie, c'est d'être un guichet automatique pour tout le monde. Là. Ben, ça, tu l'as senti, du monde qui s'approchait de toi pour l'argent? Ben oui. Oui, c'est déguisé en « me passes-tu de l'argent? » tu sais. Ouais. Je sais très bien que je ne le ferai jamais, là. Qu'est-ce que c'est devenu pour toi, l'argent au fil du temps? C'est un élément de souci important, je trouve. Les gens se soucient beaucoup de l'argent. T'es esclave ou t'es maître de l'argent, tu sais. Je connais beaucoup de gens qui étaient esclaves de l'argent, puis c'est pas beau ce qu'ils font là, pour obtenir de l'argent. Quand t'es maître de l'argent, ben tu sais ce que t'as besoin, puis t'as ça, puis c'est avec ça que tu dépenses that's it. Mais on était dans une famille très modeste, donc l'argent, on la voyait pas souvent. Puis quand, à 30 ans, je suis devenu millionnaire, mais je ne pouvais pas être plus malheureux que ça. Il y a des choses qui ne marchaient pas, là. Oui, parce qu'on a vraiment, encore aujourd'hui, cette image-là que d'être millionnaire, ça change tout. Oui, ça enlève les soucis. Oui. Tu es à l'abri d'eux. Oui. Finalement, c'est une illusion.
C'est juste encore par rapport à la société de consommation. C'est un cliché, là, mais la société de consommation, c'est ça. T'sais. Faites de l'argent, dépensez. Là. Sauf que les autres autour, il y a des gens, quand ils voyaient toi, 30 ans, millionnaire, c'était attirant. Oui. C'était, ils vont m'en donner un peu. Oui, absolument. Oui. Ce que je faisais aussi. Puis pas juste un peu. Donc, c'est pratique d'argent, mais c'est pas essentiel pour ta qualité de vie. Pour tes conditions de vie, oui, mais pas pour ta qualité de vie. That's it. Donc à 30 ans, t'étais millionnaire, ce que peu de gens... Surtout à l'époque, il y a 30 ans, être millionnaire... Ouais. Imagine aujourd'hui, c'est plusieurs millions. Là. Trillionnaire. C'était beaucoup d'argent. Donc, tu n'es pas au sommet mais tu as quand même, à ce moment-là, tu as eu des périodes plus difficiles où la vie n'avait pas de sens. Donc, d'aller récupérer sa vie et de dire aujourd'hui que tu es en paix, tu es prêt à mourir, tu as vraiment fait un grand cheminement entre les deux. Ah oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi. Que tu te dois. De remettre ma vie sur les tracks puis d'aller dans le sens qu'il faut que j'aille pour mon équilibre mental. Est-ce que tu as dû t'excuser à certaines personnes? Je pense que oui. Mais non, pas tant. Dans le fond. Tu sais, il y a les 12 étapes aussi. Ouais. Pour les. Comme à un moment donné, il faut que tu viennes à faire ça. Fait que j'ai dû m'excuser à certaines personnes, mais ça fait tellement longtemps. Amende honorable. Ouais, c'est ça. Mais m'excuser. Écoute, j'essaie de trouver un exemple. Non, mais ça se peut que tu n'aies pas eu à le faire. Sauf si je me pogne avec quelqu'un puis je vois que j'étais pas normal, là, je vais m'excuser, tu sais. D'avoir grimpé, puis d'avoir pogné les nerfs, puis d'avoir ci, d'avoir ça. Mais oui, de temps en temps, je pense, oui, ça m'arrive. Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Oui, mais je les vois pas. Tu sais, j'ai Martin Petit, qui est un super bon chum à moi, Claude Legault, Bob, Marc. Mais on est tellement... Paolo aussi. On est tellement... tout le monde est tellement loin, je les vois jamais. Il y a des fois, Dominique Paquet va venir manger dans mon coin, Olivier Martineau, on va aller souper. Mais tu sais, c'est aux 6 mois, là, tu sais. Fait que je suis très... oui, tu sais, en plus, je suis solitaire, fait que ça aide pas. Et je reçois rarement du monde chez moi. Jamais, dans le fond. J'ai jamais reçu des gens à souper chez moi. Que moi, je fais le souper, puis là, yeah! Jamais. On n'avait pas cette culture-là à la maison. On recevait jamais personne. Fait que moi, ça m'est resté. Mais faut dire que j'étais un peu sauvage aussi. Là. T'es comme une bébête, hein? Ouais. Qui vit entre les murs. Mais, dans ton prochain spectacle, ce que je comprends, c'est qu'on rentre dans ton monde imaginaire aussi, tu sais, c'est... Oui, en fait, c'est Daniel qui a écrit... Daniel Brière. Daniel Brière qui a écrit le spectacle où, là, on rentre dans mon univers, mais lui, il cherche à extrapoler un peu les possibilités que moi, j'avais pas à l'époque. C'est-à-dire, j'avais pas de décor, j'avais rien. Non, le deuxième spectacle, j'avais un décor, mais qui était une structure, là, c'était pas vraiment un décor comme tel. J'ai vu les dessins de la mise en scène, tout ça, les décors, c'est fabuleux, là. Mais il a voulu comme défragmenter certains numéros, puis les rendre un peu plus chorales. Alors, on est là-dedans, là. On est dans entraîner les jeunes. Mais t'aimes-tu ça, cette connexion-là avec les jeunes, la relève? Oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. De transmettre, c'est mais comme sauf tu transmets que là, ton à art. 60 ans, tu sais, de montrer du mime à des étudiants, mettons, qui ont entre 30 et 40 ans, ben moi, mon corps, il ne suit plus. Là, fait que certaines affaires, je ne suis plus capable de faire. Mais ça reste que je découvre c'est quoi mon métier au fur et à mesure que je le montre.
Fait que c'est le fun, tu sais. Mais c'est très compliqué à expliquer, puis c'est compliqué à faire, puis... Fait qu'il faut aller le voir. Exactement. La dernière question, toujours positive. OK. Où te vois-tu dans 10 ans? Ben là, je vais avoir 70. Ouais. Ben, moi, j'aimerais, là, l'image que j'ai, c'est ma table, mon computer, une grosse fenêtre ouverte et la mer et des palmiers. Puis là, j'écris à journée longue. Moi, c'est ça que je ferais. T'écris quoi? J'ai plusieurs projets sur lesquels j'écris déjà, là. J'ai comme 5 idées pour des scénarios. Fait que là, tu prendrais le temps de le faire. Ah oui, là, je prendrais le temps. Surtout qu'il y en a un sur lequel je travaille depuis quasiment plus que 25 ans. Que là, il faut que je termine le 3e tome. Et c'est une histoire de science-fiction très, 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 très longue sur quasiment une génération complète. Mais j'ai tellement de plaisir à écrire la science-fiction que même si ça ne marche pas un jour, je m'en fous. Je veux juste écrire la science-fiction. T'es dans ton monde imaginaire aussi, j'imagine, Ouais. quand tu écris la science-fiction. Ouais, t'as tes personnages que tu fais vivre à ta t'es façon. ailleurs. T'es vraiment ailleurs. Là, t'es libre. Oui, complètement. Tu peux imaginer ce que tu veux. Il peut arriver n'importe quoi. Tant et aussi longtemps que c'est plausible, les gens suivent. Fait que j'aime ça. Puis ce que j'aime de la scénarisation, c'est de trouver des solutions. Parce que tu es un peu menteur quand tu racontes une histoire, parce que ça n'existe pas. Mais il faut que tu fasses à croire aux gens que c'est vrai. Fait qu'il faut que tu sois un esti de bon menteur, là. Puis si à un moment donné, quelqu'un te dit « Ouais, mais pourquoi lui est là? » Puis elle « Ah, attends un peu, on va te revenir là-dessus. » Puis là, il faut que tu trouves la solution pour que ça redevienne plausible. Puis je suis pas un très bon menteur, moi. Fait comme tu as du travail de fignolage à faire. Oui, c'est ça. Mais ça tourne toujours autour, tu sais, il y en a un qui ça tourne autour de la schizophrénie. Je suis toujours dans le thème. Il y en a, ça tourne autour du fantastique. L'autre, c'est de la science-fiction. Là. Fait que c'est souvent des affaires qui me sortent de moi. Puis en ce moment, je suis en train d'écrire ma vie. Alors, ça, c'est plus terre à terre, là. Mais j'écris beaucoup. J'aime bien ça. Mais ce que j'aime le plus, c'est la réalisation. Moi, faire de la réalisation, pour moi, je suis un poisson dans l'eau. Oui, parce que t'en fais beaucoup de réalisations. Pas à mon goût. T'en ferais plus que ça. Mais j'en ai fait pendant 7 ans avec Caméra Café, ouais. qui était aussi de la réalisation de la mise en scène. Ouais. J'en ai fait sur certains épisodes, là, genre sur les Sans fils, j'avais fait le premier épisode. La série n'a pas marché, ben, c'est parce qu'on s'était fait bâcher. Et puis, j'ai écrit des scénarios pour partir des séries télé. Donc, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Puis là, je travaille avec une excellente scénariste qui s'appelle Danielle Dansereau et François Havard. Et Benoît Pelletier aussi. Fait que je travaille vraiment avec des grosses pointures en scénarisation. Puis, fait, je suis bien content. Ben, merci, Michel Courtemanche. Ben, bienvenue. J'ai pas vu le caméléon. Est-ce que c'était correct pour toi? Est-ce que tu as aimé l'exercice? Oui, vraiment, ben oui. Ça, je peux garder ça. Tu peux garder ça. Tu peux trouver le Joker, tu l'as aimé, hein? Ouais. Il est arrivé au bon moment. Ah, il est arrivé au bon moment. Merci tout le monde d'avoir été là au prochain podcast. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.